Maintenant, vous dites la frappe nucléaire. Pourquoi elle ne peut pas avoir lieu? Parce que le missile nucléaire, quand il est tiré, il n'explose pas en touchant le sol. À Hiroshima, le missile, la bombe nucléaire à Hiroshima a explosé à peu près à 400 mètres du sol. C'est le souffle qui rase tout. Mais si on largue une bombe nucléaire en Iran, ben, tous les pays autour vont être rasés. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Oui, mais lorsque possibilité. Donald Trump dit si ça continue comme ça, je serai obligé de vous faire, vous risquerez de quelque chose que vous n'avez jamais et que vous Mais c'est quoi? regretterez Mais c'est peut-être. quoi? Mais c'est quoi? C'est quoi qu'on n'a jamais vu en fait? Il veut parler de quoi? Donald Trump ne sait pas de quoi il parle. Vous savez, l'Israël a une arme nucléaire, d'accord? Et vous avez certains illuminés en Israël qui ont dit on va peut-être faire des frappes nucléaires. Mais ils vont faire. Donnez-moi le nom d'un pays autour de l'Israël que l'Israël peut frapper avec son arme nucléaire sans que l'Israël ne soit touché lui-même. En fait, le problème du prochain Moyen-Orient avec les armes nucléaires, c'est une. En fait, ça ne passe pas parce que le prochain du Moyen-Orient, c'est tellement petit que si vous engagez, peu importe celui qui va utiliser l'arme nucléaire, lui-même aussi disparaîtra avec ça. Oui, mais dans l'instinct de survie, quelqu'un peut utiliser l'arme nucléaire, on ne sait jamais. De toute Écoutez, façon, il faut craindre. monsieur Perrin, de toute façon, on n'espère pas, mais le premier pays qui utilise l'arme nucléaire risque d'avoir de façon instantanée des frappes au retour. Donald Trump, moi, je ne sais pas, et moi, je suis persuadé, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, on finira par découvrir pourquoi il a suivi Netanyahou. Du côté israélien, il n'y a pas de sujet. Netanyahou voulait ses frappes sur l'Iran. Netanyahou a obtenu ce qu'il voulait. Et quand vous regardez les images de Netanyahou, il est dans un état de satisfaction totale. Mais Trump, ce qu'il a fait, tous les présidents américains, démocrates comme républicains, ont refusé de le faire. Barack Obama a refusé. Et d'ailleurs, Barack Obama a signé un accord qui sécurisait, en tout cas, le fait que l'Iran n'allait pas vers l'arme nucléaire. C'est Barack Obama qui le fait. Joe Biden a refusé de suivre l'Israël dans cette folie. Alors, regardez les séquences. La guerre est terminée, c'était une guerre courte, on a tout frappé, on a tout éliminé, l'Iran continue toujours. Mais l'Iran, ben, il est prêt à brûler. Ça veut dire qu'ils avaient sous-estimé l'Iran, c'est ça le problème, parce qu'ils Ils ont pensaient faire largement une frappe sous-estimé l'Iran, nucléaire. mais les Occidentaux ont aussi largement sous-estimé ou surestimé la réaction des monarchies du Golfe. Ils étaient sûrs que les monarchies du Golfe vont riposter et donc ça sera plus Israël plus les monarchies du Golfe contre l'Iran que les Américains. Or, les monarchies du Golfe ne sont pas bêtes. Les monarchies du Golfe savent que les premiers qui vont riposter contre l'Iran courent le risque d'un soulèvement populaire. Donc, Donald Trump, c'est finalement la médiocrité stratégique qu'on n'a jamais eue aux États-Unis. Vous suivez depuis presque le début de cette guerre lancée par la coalition israélo-américaine contre l'Iran et les choses sont en train de s'empirer apparemment. Même Donald Trump ne contrôle plus rien. C'est vrai que bon, de temps à autre, il a des sorties un peu, comme qui dirait hasardeuses, mais bon, il n'est plus convaincant, plus personne ne croit à Donald Trump. De ce qu'il dit, la situation se complique davantage au Moyen-Orient. Un commentaire là-dessus? Je ne sais pas quel commentaire faire tellement que cette... vous savez, j'étais un des rares à regretter cette guerre et je vous ai déjà dit plusieurs fois, les gens confondent la puissance, c'est-à-dire qu'avoir une puissance militaire et le fait de gagner une guerre. C'est deux choses diamétralement opposées. Il faut demander à ceux qui sortent ou qui étudient dans les écoles de guerre. Euh, L'Iran est d'ailleurs l'exemple. Si vous étudiez l'histoire de l'Empire perse, je crois à deux reprises, l'Empire perse de Darius Ier
et l'empire perse d'Xerxès Ier, donc le fils de Darius, à 2 reprises, cet empire a attaqué la Grèce antique. Et à 2 fois, et pourtant l'armée de Darius, tout comme l'armée d'Xerxès, ils étaient plus nombreux, plus armés et autres. Mais en face, il y a eu les stratèges. Vous avez à la fois, je crois, c'est Darius Ier avec la bataille de Marathon, qui a donné d'ailleurs les Jeux Olympiques de Marathon. Et puis avec Xerxès, je crois qu'ils se battent au Thermopyles, le fameux film 300. Hein, parce que les Grecs ont toujours eu la stratégie de décider du théâtre de combat. Donc, Trump, en fait, Trump a un fonctionnement pulsionnel, émotionnel et phallique. Et donc, quand quelqu'un agit par pulsion, par émotion, et il pense détenir le plus gros phallus du monde, les conséquences, c'est qu'il prend des décisions à la va-vite et il se retrouve coincé. Ce n'est pas parce que vous êtes puissant, ce n'est pas parce que vous avez les armes les plus sophistiquées, vous avez la technologie, que vous allez forcément gagner. Non, et encore, il faut en faire bon usage. Et les histoires militaires, y compris les batailles navales, c'est jonché des erreurs tactiques. Hitler a perdu la guerre, ce n'est pas parce que l'Allemagne n'était pas puissante, mais parce que à un moment donné, Hitler a cumulé avec certains de ses généraux des erreurs tactiques, et tant mieux pour l'humanité. Tant mieux pour l'humanité. Donald Trump, moi, je ne sais pas, et moi, je suis persuadé, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, on finira par découvrir pourquoi il a suivi Netanyahou. Du côté israélien, il n'y a pas de sujet. Netanyahou voulait ses frappes sur l'Iran. Netanyahou a obtenu ce qu'il voulait. Et quand vous regardez les images de Netanyahou, il est dans un état de satisfaction totale. Mais Trump, ce qu'il a fait, tous les présidents américains, démocrates comme républicains, ont refusé de le faire. Barack Obama a refusé. Et d'ailleurs, Barack Obama a signé un accord qui sécurisait, en tout cas, le fait que l'Iran n'allait pas vers l'arme nucléaire. C'est Barack Obama qui le fait. Joe Biden a refusé de suivre l'Israël dans cette folie. Alors, regardez les séquences. La guerre est terminée, c'était une guerre courte, on a tout frappé, on a tout éliminé, l'Iran continue toujours. Mais l'Iran, ben, il est prêt à brûler. Ça veut dire qu'ils avaient sous-estimé l'Iran, c'est ça le problème, parce qu'ils Ils ont pensaient faire largement une frappe sous-estimé l'Iran, éclair. mais les Occidentaux ont aussi largement sous-estimé ou surestimé la réaction des monarchies du Golfe. Ils étaient sûrs que les monarchies du Golfe vont riposter et donc ça sera plus Israël plus les monarchies du Golfe contre l'Iran que les Américains. Or, les monarchies du Golfe ne sont pas bêtes. Les monarchies du Golfe savent que les premiers qui vont riposter contre l'Iran courent le risque d'un soulèvement populaire. Parce que n'empêche, les peuples arabo-musulmans risquent d'interpréter que là, on est maintenant dans la guerre sainte. Et l'erreur de Donald Trump, c'est d'avoir donné aux arabo-musulmans le prétexte de dire oui, c'est cette guerre sainte que le prophète avait Oui, oui, ils ont prophétisée. commencé par d'abord éliminer physiquement Le le guide Ali suprême. Khamenei. C'était Éliminer une erreur stratégique quand vous alors. avez un système, mais c'est une erreur stratégique. Et en plus, lorsque Donald Trump dit on a détruit tous les bateaux, alors il faut savoir que les bâtiments militaires iraniens que Donald Trump a détruits, c'est des crimes de guerre. Il ne suffit pas de tirer sur un objectif militaire pour dire que c'est... Non, Donald Trump n'a jamais ouvertement déclaré la guerre à l'Iran. Voilà. Donc, le bâtiment de guerre, qui sait que moi, je ne suis pas un pays en guerre contre les États-Unis, le sous-marin américain qui se trouve dans les eaux internationales, ce n'est pas mon problème. Or, sans sommation, il a ordonné la destruction de ces bâtiments iraniens avec des militaires. Là, c'est des crimes de guerre, puisque vous ne vous êtes pas déclaré la guerre. Et les Et on Iraniens apprenait sont beaucoup... d'ailleurs qu'il y a même des survivants qui malheureusement Ils étaient ont refusé de abandonnés, il fallait récupérer, oui, oui. Mais c'est la marine les abandonner. thaïlandaise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'Iran a tout à fait le droit de demander des réparations. Et qu'est-ce que Trump fait? Il demande maintenant l'aide des Occidentaux. Les mêmes Occidentaux qu'il a dénigrés, qu'il a insultés,
il a voulu occuper le Canada, il a voulu occuper le Groenland. Et c'est pour cela que la géopolitique, le système international, il est tellement complexe. Aujourd'hui, on ne peut que regretter une chose. On a donné le pouvoir aux États-Unis aux médiocres. Souvenez-vous sur votre chaîne, quand Poutine entre en Ukraine, mais j'ai dit, mais Poutine oublie qu'on est au 21e siècle. Ces genres d'opérations, ce n'est pas facile de gagner. Si on est dans une guerre totale et que vous utilisez les armes nucléaires, OK, vous allez raser les pays et on s'arrête là. Mais les guerres conventionnelles sont les guerres les plus difficiles à gagner et ce n'est pas avec des avions, vous allez larguer. Oui, d'accord. Et en plus, l'erreur des Américains, c'est quoi? Si Trump avait fait ces frappes-là, quand vous aviez des manifestants dans la rue et qu'ils avaient réalisé la frappe pour tuer Ali Khamenei, peut-être que les milliers de manifestants qui étaient dans la rue auraient pris le pouvoir, mais là, il a refroidi les manifestants. Il leur a dit, l'aide arrive, l'aide n'est jamais arrivée. Et il dit, je vais négocier avec l'Iran. Ils enclenchent les négociations en Suisse. Mais déjà, pour les Iraniens, c'est une trahison. Le peuple iranien qui voulait le départ des gardiens de la révolution, c'était une trahison du fait que vous avez engagé. Mais après, par la suite, ils bombardent. Mais plus personne ne détient le décodeur pour comprendre Trump. Et quand les gens ne vous comprennent pas, mais ils ne vont pas risquer la vie de leurs militaires. Écoutez la réponse du Premier ministre britannique. Les Britanniques ont toujours suivi les Américains. En Irak, la France a refusé, les Britanniques sont partis avec Tony Blair. Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit, ben, si je dois engager nos soldats avec les risques qu'ils soient tués, mais au minimum, il faut que je sache qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et il faut que je demande à mon Parlement. Et Macron dit pareil, tant qu'il y a des frappes comme ça, moi, je n'engage pas mes... Donc, Donald Trump, c'est finalement la médiocrité stratégique qu'on n'a jamais eue aux États-Unis. Gabbard, was the threat imminent? C'est l'heure de vérité pour Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement américain. Elle doit répondre aux questions de sénateurs sur les raisons de l'intervention militaire américaine en Iran. Également présent, le directeur de la CIA et celui du FBI. Was it the assessment of the intelligence community that there was a, quote, imminent nuclear threat posed by the Iranian regime, yes or no? Est-ce que les services de renseignement estimaient qu'il y avait une menace nucléaire imminente du régime iranien, oui ou non, demande-t-il. Senator, the only person who can determine what is and is not an imminent threat is the president. La seule personne qui peut déterminer si une menace est imminente ou pas, répond-elle, c'est le président des États-Unis. Faux, lui dit-il. This is precisely your responsibility to determine what constitutes a threat. C'est votre responsabilité et vous évitez la question. No, you're evading a question. Dans sa déclaration écrite, Tulsi Gabbard contredit Donald Trump et affirme que le programme d'enrichissement nucléaire iranien avait été anéanti après les frappes américaines en juin dernier, avec aucun effort pour le redévelopper. Des déclarations qui sèment encore plus la confusion. Nous avons mené 2 guerres pendant 20 ans au Moyen-Orient, dit-il. Est-ce qu'on entre dans une guerre perpétuelle avec l'Iran? Je ne pense pas que c'est le souhait des Américains. Pour le sénateur Warner, l'idée que seul le président peut déterminer si une menace est imminente ou pas va à l'encontre de la Constitution et des règles de droit. Une audience qui survient au lendemain de la démission très publique de Joe Kent, proche collaborateur de Tulsi Gabbard. Il affirmait que l'Iran ne représentait pas une menace imminente et que cette guerre avait été déclenchée sous la pression d'Israël. Aujourd'hui, en entrevue avec l'ancien animateur de Fox, Tucker Carlson, Joe Kent maintient ses propos. Est-ce que l'Iran s'apprêtait à développer une arme nucléaire? No, they weren't, non, répond-il, et en juin dernier non plus. and they weren't in June either. À la 3e semaine des opérations militaires en Iran, les Américains débattent toujours sur les raisons qui ont mené à cette guerre. Le président, lui, était à Dover pour le transfert des dépouilles de 6 militaires américains morts en Irak. À l'allure où vont les choses, est-ce qu'on peut craindre finalement l'arrivée à, j'allais dire, une frappe nucléaire sur l'Iran? Parce que est-ce que Donald Trump a accepté l'humiliation du genre le problème, la guerre se termine, il est perdant Non, attention, Monsieur Perrin. Le problème des armes nucléaires aujourd'hui, alors c'est ce que... On parle quand même de Donald Trump, hein. On ne sait jamais, oui, parce que c'est un imprévisible. Alors, il y a une chose qui ne se voit pas aujourd'hui, je suis quasiment sûr.
que si on fait une enquête d'opinion dans les monarchies du Golfe arabo-musulman, tous détestent Donald Trump aujourd'hui. Tous. Tous détestent Donald Trump. Parce qu'il a ouvert la boîte de Pandore. En politique internationale, il ne faut jamais rompre le point d'équilibre. Même si vous vous insultez, même si vous vous chamaillez, il ne faut... Et rompre le point d'équilibre, c'est quoi? La Russie qui entre en Ukraine, le Hamas qui entre en Israël, 1200 morts, en fait, et Donald Trump et Netanyahu qui bombardent l'Iran. Là, nous sommes dans les points de rupture, c'est-à-dire vous cassez un certain équilibre. Et là, même vous-même, vous pouvez perdre le contrôle. Les Américains ont été obligés, malgré leur puissance, d'éloigner leurs navires de l'Iran, alors qu'ils les ont ramenés pour... Mais les porte-avions, la manière dont l'Iran attaque avec ses drones et avec ses missiles balistiques, il faut savoir que les missiles balistiques, en termes de guerre conventionnelle, les missiles balistiques, c'est la sommité. Et ce sont les missiles balistiques qui transportent les têtes nucléaires. Et donc, les Américains se sont vite rendus compte, puisque l'Iran a lancé des drones sur les porte-avions. Et donc, ils étaient obligés de les reculer parce que vous n'êtes pas sûr qu'aucune projectile ne va passer. On n'a pas l'assurance à 100%. Et donc, le point d'équilibre permettait de ne pas livrer les failles des porte-avions ou du système de défense américain ou israélien. Mais le fait que vous avez engagé la guerre, et même vous-même, vous découvrez vos propres failles que vous n'aurez pas pu anticiper si la guerre n'était pas arrivée. On a vu ce drone iranien, certainement piloté par des rebelles se trouvant en Irak, qui a survolé la plus grande base militaire américaine en Irak, qui se trouve dans l'aéroport. Ces images de la caméra embarquée dans drone kamikaze, piloté à distance, sont les premières du genre dans le conflit. L'appareil, lancé par une milice irakienne pro-Iran, survole l'aéroport de Bagdad avant de s'écraser sur le bâtiment d'une mission diplomatique américaine. Hier, l'ambassade américaine à Bagdad est elle aussi frappée par un drone iranien. Chaque jour, l'Irak se retrouve davantage emporté dans le conflit. Même Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, a été visée plusieurs fois. C'est un quartier civil. Il n'y a ni aéroport, ni base militaire à proximité. C'est simplement un quartier résidentiel ordinaire. Une autre attaque spectaculaire. Au large de l'Irak, 2 pétroliers touchés en pleine mer du Golfe. Impossible pour les autorités de déterminer la provenance de l'attaque. Ce navire comptait repartir via le détroit d'Ormuz avec du pétrole brut, mais la route est bloquée par l'Iran. Imaginez que les Iraniens avaient décidé, ou leurs alliés, avaient décidé en ce moment-là d'envoyer 30, 40, 50, une centaine de drones. Cette base n'existerait plus aujourd'hui. Là, on basculerait. Maintenant, vous dites la frappe nucléaire. Pourquoi elle ne peut pas avoir lieu? Parce que le missile nucléaire, quand il est tiré, il n'explose pas en touchant le sol. À Hiroshima, le missile, la bombe nucléaire à Hiroshima a explosé à peu près à 400 mètres du sol. C'est le souffle qui rase tout. Mais si on largue une bombe nucléaire en Iran, ben, tous les pays autour vont être rasés. C'est pour ça qu'il n'y a pas de possibilité. Mais lorsque Donald Trump dit si ça continue comme ça, je serai obligé de vous faire, vous risquerez de quelque chose que vous n'avez jamais et que vous regretterez. Mais c'est quoi qu'on n'a jamais vu en fait? Il veut parler de quoi? Donald Trump ne sait pas de quoi il parle. Vous savez, l'Israël a une arme nucléaire, d'accord? Et vous avez certains illuminés en Israël qui ont dit on va peut-être faire des frappes nucléaires, mais ils vont faire donnez-moi le nom d'un pays autour de l'Israël que l'Israël peut frapper avec son arme nucléaire sans que l'Israël ne soit touché lui-même. En fait, le problème du prochain Moyen-Orient avec les armes nucléaires, c'est une... En fait, ça ne passe pas parce que le prochain du Moyen-Orient, c'est tellement petit que si vous engagez, peu importe celui qui va utiliser l'arme nucléaire, lui-même aussi disparaîtra avec ça. Oui, mais dans l'instinct de survie, quelqu'un peut utiliser l'arme nucléaire, on ne sait jamais. De toute façon, monsieur Perrin, de toute façon, on n'espère pas, mais le premier pays qui utilise l'arme nucléaire risque d'avoir de façon instantanée des frappes au retour. C'est-à-dire que les puissances ont des systèmes de détection, surtout des ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Les missiles balistiques, on les détecte tout de suite. La preuve,
pendant la Oui, guerre mais les missiles de l'Iran, ils ont des quand vous missiles qui tirez, sont indétectables finalement. non, c'est pas ça. Quand vous tirez un missile balistique, les autres savent que ça, c'est un missile balistique qu'on vient de tirer. L'interception, c'est autre chose. Lorsque la Russie, pour la première fois dans la guerre en Ukraine, tire les missiles balistiques, mais tout le monde le sait, puisque Américains, Chinois, Français, Anglais, ils se téléphonent tous. Les états-majors se téléphonent, leurs responsables, ils disent, la Russie vient de tirer des missiles balistiques. Est-ce que c'est armé? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les armes, les charges nucléaires sur ces missiles? Oui. Et vous savez ce que les Russes ont fait? Mais Poutine a dû appeler tout le monde pour dire, je viens de tirer les missiles balistiques, je sais que vous les avez repérés, mais ce ne sont pas des missiles, parce que tout le monde se disait, il vient de tirer une arme nucléaire. Parce que pour la première fois, depuis la Seconde Guerre mondiale, Poutine va utiliser ces missiles balistiques. Or, les missiles balistiques ont été utilisés pour les charges nucléaires. Et donc, il a rassuré les autres en disant, il n'y a pas de charge nucléaire. Et les autres lui ont dit, fais quand même attention. Donc, on ne joue pas avec l'arme nucléaire. Et d'ailleurs, on a vu le discours de la Russie changer un peu lorsque certains généraux français ont dit, on n'a que 200 têtes, mais de toute façon, avec les 200 têtes, on peut faire mal. Non, mais évidemment, Donc, Didier Moigny-Volo, moi je le dis et j'insiste parce qu'on est là face à une situation qui, à mon avis, est bien différente de ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, on oui, est face à un gouvernement, je parle du gouvernement iranien, qui sait qu'on peut les tuer à n'importe quel moment. Et ils oui, sont en train, en fait, ils sont dans la stratégie de survie. oui. Et dans cette stratégie, quelqu'un peut faire le pire, parce qu'il sait de toute façon, on va tous mourir, si c'est comme ça, eh ben, c'est la terre brûlée. Voilà pourquoi je Alors, pose la question. C'est oui, pour ça mais que je vous avec comprends. les Mais en indépendants. politique internationale, l'erreur commise par l'Israël et les États-Unis, c'est que dans la diplomatie, il ne faut jamais, jamais, jamais ridiculiser les gens. Donald Trump a ce comportement. Netanyahou, c'est autre chose. Mais Donald Trump a mis en place une diplomatie de la brutalité et une diplomatie qui fait que, D'humiliation des autres, oui. voilà, merci, une diplomatie de l'humiliation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, personne ne veut l'aider. En tout cas, pas de cette façon-là. Et puis, les puissances occidentales, qu'il s'agisse du Japon, qu'il s'agisse des Européens, quand ils font la guerre, ils connaissent le but de la guerre. Et tout de suite, ils ont dit, mais en fait, vous poursuivez quoi en Iran? Un coup, il faut changer de régime, mettre la démocratie. Un coup, ce sont les armes nucléaires. Un coup, bon, on ne sait pas trop. Et là, vous n'aurez aucun pays. Vous ne pouvez pas engager les militaires. D'ailleurs, je suivais encore le commandant de l'actuel porte-avions, le Charles de Gaulle, sur RFI, le journal international sur RFI. Quand on lui a posé la question par rapport à la demande de Trump, lui, il dit, mais moi, mes collègues du porte-avions, Abraham Lincoln et l'autre, mais on n'est pas en lien. Chacun joue sa partition. Rien n'est coordonné. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va coordonner? Regardez ce qu'il a dit. Il faut savoir que les frappes dans le détroit d'Ormuz, c'est illégal. C'est très. Parce que jusqu'à 22-25 km dans la mer ou dans l'océan, nous sommes dans les eaux territoriales. Donc, entre Oman et l'Iran, ces eaux-là n'appartiennent pas aux eaux internationales. Ce sont les eaux soit de l'Iran, soit d'Oman. Parce qu'il y a des limitations et ces limitations ne s'appliquent pas quand on est dans un golfe ou dans un canal. Parce que vous êtes dans les eaux territoriales de l'un ou de l'autre pays. Voilà, Didier Boudi-Volo, on va terminer. C'est la dernière question. Telle qu'évolue la situation au Moyen-Orient, je sais que les États-Unis avaient vendu la protection, hein, de ces États, en leur livrant évidemment les systèmes de défense, en installant les bases militaires, tout ça c'était pour protéger voilà, ces pays. Mais aujourd'hui, ben, finalement, tout le monde s'est rendu compte que l'Amérique ne peut finalement pas les protéger, puisque l'Iran est en train de le démontrer, il peut frapper, voilà. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a par exemple Dubaï qui est en train de perdre presque son système économique. Vous voyez, Oui, c'est déjà on dangereux. parle Quel de pourrait être l'aéroport donc qui va être l'avenir fermé de ces pendant une année, ça pays-là, pourquoi? l'avenir, disons, le partenariat, hein, entre ces pays et les États-Unis, tel que l'Iran vient presque de balayer le mythe de la protection que leur avaient vendue les États-Unis.
Alors, nous, en politique internationale, on sait que la protection totale n'existe pas. Il n'y a pas de système de missiles anti-missiles performant pour vous garantir à 100% que aucun missile ne peut déplacer le rideau. Ce qui est bien, c'est qu'en culture de défense, on apprend beaucoup de choses, hein, comment les choses fonctionnent. Mais en fait, Donald Trump vient de signer peut-être la fin de ce qu'on a appelé l'hyperpuissance américaine. Je vous ai dit qu'il ne faut jamais rompre les points d'équilibre. Les Ngala chez nous ont une expression qui dit Misomaka Sindokite. Hein? C'est-à-dire que bon, je fais pression, je menace et tout. On s'arrête à ce niveau-là et on a l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, le monde arabe. C'est tout le sens des organisations internationales gouvernementales. C'est tout le sens. C'est-à-dire, on peut se chamailler, eh bien, on va, par exemple, la Chine, c'était le grand conflit avec, dans le commerce international jusqu'à ce que la Chine entre à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce. Donc, or, Donald Trump est venu, il a mis à la poubelle toutes les organisations internationales. Mais parce qu'il n'a rien compris. Même si vous critiquez l'ONU, même si vous critiquez l'Union européenne, regardez comment les Européens critiquent l'Union européenne. Mais tuer l'Union européenne, les puissances européennes vont se faire la guerre. La guerre militaire a été remplacée par les discours des députés, par les prises de tête des députés. C'est ça. Or, Trump n'a pas compris ça. Il a tué le multilatéralisme et il pensait que la puissance américaine suffisait à. Qu'est-ce que Trump est en train de faire aujourd'hui? Il est en train d'affaiblir les États-Unis, puisque même ceux qui ont signé avec les États-Unis, mais au final, ils vont redéfinir leurs relations avec le voisin proche. C'est-à-dire que ma sécurité à moi ne vient plus du parapluie militaire américain. Ma sécurité à moi dépendra de la nature de mes relations avec mon voisin qui est là. Et vous allez voir peut-être la surprise, c'est que tous ces pays-là, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, vont harmoniser leurs relations avec l'Iran parce qu'ils comprennent que mieux vaut avoir des relations avec l'Iran, même s'il y a des petites querelles, que de croire à la protection américaine. Mais il y a une chose que les gens ne voient pas toujours de ce qui se passe. Les Américains, au final, pour protéger leur base dans les pays de monarchie du Golfe, ils ont récupéré les missiles anti-missiles qui devaient protéger ces pays-là. C'est pour cela aussi que ces pays-là sont frappés. Parce que les missiles, les Tomahawk et autres, sont utilisés pour protéger d'abord les bases américaines. Et comme ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Aujourd'hui, vous avez la première ministre japonaise qui n'a plus un bon sommeil, le président sud-coréen qui n'a plus un bon sommeil, parce qu'on est en train de démanteler les systèmes de missiles anti-missiles qui protégeaient le Japon et la Corée du Sud pour les envoyer au prochain Moyen-Orient. Parce que les stocks sont en train de s'améliser. Alors, in fine, qu'est-ce que les Japonais vont dire? Mais nous allons refaire une armée autonome. Déjà, l'Allemagne a dit, je mets 100 milliards et je refais mon armée. Parce qu'on ne peut plus. Et donc, on va repartir vers la compétition internationale encore plus féroce et vers un réarmement de tous ces pays-là. En réalité, s'il y a un président qui vient de signer pour que d'ici 15 ans, 20 ans, on va avoir au moins 40 pays qui vont avoir l'arme nucléaire, c'est Donald Trump. Parce que le comportement que Donald Trump vient de faire, on va arriver à un moment de stabilité du système international, puisqu'on ne va plus se battre, on va être dans une espèce d'équilibre avec le multilatéralisme. Et là, les Occidentaux, les Américains, n'auront plus d'arguments pour empêcher l'Iran, l'Arabie saoudite et peut-être l'Afrique du Sud d'avoir une arme nucléaire. Comment ils vont faire? Ils vont aller attaquer tout le monde? Ils ne pourront pas. Et ils viennent de convaincre tout le monde qu'il faut avoir l'arme nucléaire pour se protéger. Et la dissuasion nucléaire, eh ben, le parapluie saute, tout le monde va être mouillé. Merci Didier Mouili-Volos, la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Voilà, n'oubliez pas les petits gestes d'encouragement. Cliquez sur le petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo. Partagez et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, Didier Mouili-Volo, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Voilà, on se retrouve très prochainement.